En novembre 1992, un pilote québécois décolle des montagnes de Colombie aux commandes d'un Convair 580 chargé à craquer. À l'intérieur de l'avion, plus de 4 tonnes de cocaïne directement venue de Medellín, le cartel de Pablo Escobar, et une quarantaine de barils de carburant alignés comme des bombes juste pour réussir à faire le vol direct de Colombie au Québec. Au-dessus de l'océan, l'avion se fait intercepter par des F-18 américains puis des F-18 canadiens dans une course aérienne complètement saucée. Et malgré tout ça, le pilote continue sa route vers une vieille base militaire abandonnée en Haute-Mauricie et réussit à poser son avion comme si de rien n'était. Ce pilote-là s'appelle Raymond Boulanger et ce qu'il a fait ce jour-là, c'est devenu le plus gros trafic de cocaïne de l'histoire du Canada. Il s'agit donc d'une cargaison de 3 tonnes de cocaïne qui vaut plus d'1 milliard de dollars. À l'aube ce matin, l'appareil restait sous bonne garde. Impossible d'approcher parce qu'il était encore bourré de cocaïne. Un avion qui est rentré à peu près vers 9h30 dans l'avant-midi. Pourquoi est-ce que vous aviez choisi Casey entre Mauricie? Je mettais la drogue, puis là, on partait. Ciao. Comment qu'on pourrait dire ça en bon français? C'est une sacrement bonne règle. Raymond Boulanger, c'est juste un petit gars de Rimouski. Il est né en 1948 dans une famille ordinaire au bord du fleuve à Rimouski. Et très jeune, Raymond développe une fascination que personne autour de lui comprenait vraiment. Chaque fois qu'un avion passe au-dessus de la ville, il lève les yeux vers le ciel et il est ébloui par qu'est-ce qu'il voit. Parfois, il faisait faire des détours à ses parents pour se rendre plus proche de la piste, juste pour regarder les avions. Il passait des journées complètes à traîner près de l'aéroport de Rimouski et il rêvait d'être à la place des pilotes. Pas pour le prestige, pas pour l'argent, simplement pour cette sensation de liberté. La liberté totale de piloter un avion. À l'adolescence, Raymond commence à tout lire qu'est-ce qu'il pouvait sur l'aviation. Il apprend comment fonctionnent les moteurs, les ailes, les instruments. Il est fasciné, lui. Il veut comprendre chaque détail de l'avion. Comment ça fonctionne, cette bébête-là. Et très tôt, il se dit que une seule façon d'apprendre à piloter, c'est de le faire pour vrai. À la fin des années 60, il commence à voler. Pas dans les grandes écoles, pas dans les simulateurs, non, lui... Il voulait voler dans le vrai monde. Les premiers vols de Raymond Boulanger, ça se fait sur des petits avions de brousse, des appareils capables de se poser à peu près n'importe où, sur un lac gelé, sur un bout de rivière, dans des chemins forestiers. Puis dans le nord du Québec, ces pilotes-là sont indispensables. Si tu écoutes cette vidéo-là puis tu travailles dans le nord, ben tu le sais, t'en as probablement pris plusieurs fois pour aller à l'ouvrage et revenir. C'est trop loin. Et très vite, Raymond, ben il se fait un nom. C'est un gars prudent, mais audacieux. Il boit pas, il se vante pas. Lui, il pilote des avions, il vole. Mais voler dans le Nord, c'est aussi vivre avec un certain danger. Les froids, les tempêtes, les moteurs qui gèlent, les cartes incomplètes. Dans des vols comme ça, tu peux compter sur une chose et c'est sur toi-même. Et Raymond apprend très vite à s'en sortir. Peu importe les conditions, trouver une façon. Tout allait tout le temps bien. Même ses collègues à l'époque commencent à dire que Raymond serait probablement capable d'atterrir un avion sur une table de pique-nique s'il fallait. À quel point c'est un Top Gun. Et cette réputation-là qui s'est créée au début des années 60, elle va le suivre partout. Pendant que la plupart rêvent d'un poste chez Air Canada, chez Air Transat, chez Sunwing à l'époque, lui préfère les missions risquées, les terrains incertains, les vrais défis. Il aime cette idée-là d'être tout seul dans le ciel, sans radio, sans tour de contrôle, libre de faire ce qu'il veut, quand il veut. Et ce besoin de liberté-là, ce goût du risque-là, c'est ce qui va faire de lui un des pilotes les plus redoutés du pays, mais aussi l'un des plus recherchés. Et ce rêve d'enfant-là, celui de voler, celui d'être libre, allait bientôt le mener beaucoup plus loin qu'il l'aurait jamais imaginé, jusqu'en Amérique du Sud et jusque dans les rangs du cartel de Pablo Escobar. Plus les années passent, plus Raymond vole. Passe d'un contrat à l'autre, d'un coin du Québec à l'autre. Des vols humanitaires, des livraisons minières, du transport pour des petites compagnies isolées. C'est pas une grande vie, mais c'est la sienne à ce moment-là. Et là-dedans, il y a une constante. Le ciel. Le ciel, c'est son refuge, c'est son territoire. En haut là, il n'y a pas de patron, il n'y a pas de boss, il n'y a pas de règles. Mais au début des années 80, les choses changent tranquillement dans le monde de l'aviation. Le travail de pilote de brousse paye de moins en moins. Les compagnies ferment, les commandes de pilotes sont de plus en plus rares. Et Raymond commence à accepter des contrats, disons, plus spéciaux. D'abord, il fait des vols de fret sans facture claire. Ensuite de ça, il fait des vols qui partent du Nord et qui s'en vont aux États-Unis sans trop savoir qu'est-ce qu'il transporte. Lui, il livre, il revient puis il se pose pas de questions. Mais le jour où il accepte son premier contrat à l'international, c'est là que tout bascule. À ce moment-là, Raymond, c'est pas encore un criminel, c'est un pilote. Point. Mais dans ce métier-là, tout dépend de qui t'engage. Un jour, il y a un contact qui dit hey Raymond, moi j'aurais peut-être bien un contrat pour toi en Amérique du Sud. On a besoin d'un pilote là-bas qui est capable d'atterrir dans des pistes de fortune puis on pense que tu fais très bien à job. C'est dangereux, mais ça paye bien. Raymond hésite,
Mais le défi l'excite. Puis surtout, il veut voir d'autres choses que des forêts du Nord. Notre homme. Alors, il accepte. À son arrivée à Medellín, il comprend vite qu'on n'est pas dans des circuits habituels. Autour de la piste, il n'y a pas de touristes, il n'y a pas d'ingénieurs, seulement des hommes armés. On l'accueille avec un mélange de méfiance et de respect, si on peut dire. Les premiers jours, il observe. Il voit les avions rentrer, sortir, se charger, se vider. Il ne sait pas encore à quel point il est près du feu parce que ici, tout appartient à un seul homme. Pablo Escobar. Le cartel de Medellín cherche à ce moment-là des pilotes capables de transporter des cargaisons immenses, sans attirer l'attention, sans se tromper, sans paniquer. Et Raymond, il coche toutes les cases. Au début, on le teste. Des petites livraisons simples, du matériel, des armes, du carburant. Il livre tout, toujours à l'heure, sans faute. Il parle pas espagnol, mais dans ce milieu-là, le talent parle pour toi. Il fait de plus en plus de vols pour la gang du cartel de Medellín et devient probablement celui à qui on va faire le plus confiance à ce moment-là. Donc, il va commencer à avoir des discussions entre la gang à Pablo Escobar et la mafia italienne à Montréal pour faire une importation massive de cocaïne qui doit partir de Colombie pour arriver directement ici au Québec. Et pour arriver à importer des tonnes de cocaïne d'une shot, tu fais pas ça en claquant des doigts. Ça prend beaucoup de préparation, ça prend beaucoup de couilles et ça prend une confiance totale envers toutes les personnes qui sont touchées par cette opération-là. Donc, avant le grand vol de Casey, en août 1992, il décide de faire un vol test pour valider le trajet, pour voir si c'est possible d'apporter une grande quantité de cocaïne au Québec à partir de la Colombie. Ils font pas ça avec un Convair 580, ils vont faire ça avec un King Air 200. C'est un avion qui est plus petit, qui est plus agile, et à bord de ce vol test-là, il y a grosso modo 500 kilos de coke. Ce qui n'est pas une quantité à négliger, mon très bon ami. Et le but, c'est de prouver que le trajet complet entre Colombie et Québec peut se faire sans escale, tout en volant sous les radars. Et Raymond réussit ce test-là sans aucun stress. Quel crack! Quand il retourne en Colombie après son vol test, Escobar est impressionné. Le vol d'essai est un succès total. À partir de ce moment-là, le cartel de Medellín sait que Raymond Boulanger est l'homme de la situation. Et un jour, on va lui proposer le contrat ultime. Une mission qui est jugée impossible. Décoller des montagnes de Colombie, traverser les Bermudes, l'océan, les États-Unis, rentrer dans le Canada et atterrir ça sur une petite piste sans escale pour livrer plus de 4 tonnes de cocaïne. L'avion, elle va être chargée à craquer à ras-bord jusqu'au plafond de 3 choses. Des humains, de la coke et du carburant. Parce qu'avec 4 tonnes de stock dans ton avion est lourde. Ça prend du fuel pour tes moteurs traverser de Colombie jusqu'au Québec. Et tu peux pas atterrir sur une piste entre les deux pour remplir tes réservoirs. Il faut que tu le fasses en plein vol. C'est une dinguerie. Aucun arrêt, aucun plan de vol vraiment structuré. On se donne une petite idée, mais on va improviser. Et une seule piste, la piste de Casey. Saviez-vous qu'on retrouve en Mauricie une piste d'atterrissage non pas de 1000 pieds ni de 5000 pieds, mais bien de 10 000 pieds. Qui est une ancienne base militaire abandonnée en Haute-Mauricie, perdue en pleine forêt québécoise. Pourquoi est-ce que vous aviez choisi Casey en Haute-Mauricie? D'abord, c'est la piste. C'est une piste de grande envergure, en ciment solide, qui est capable de prendre le poids d'un avion tel que le Convair. C'est une piste très serviable. C'est une piste qui servait aéroport de dégagement durant la Deuxième Guerre mondiale ou durant la guerre froide. Et pour Raymond, tout ça, c'est une mission à la hauteur de sa folie. Ça l'excite en dedans. Il est content. C'est un beau défi. Il est fier de ça. C'est comme, let's go. Enfin, quelque chose qui va me challenger pour de vrai. Il sait que c'est dangereux, mais dans sa tête, à lui, c'est juste un autre vol. 19 novembre 1992, moi, je venais d'avoir 9 jours. Je suis né le 10. Le soleil se lève sur les montagnes de Colombie. C'est magnifique. Sur la piste poussiéreuse, un Convair 580, les moteurs rugissants. L'appareil est bourré jusqu'aux ailes. Plus de 4 tonnes de coke et une quarantaine de barils de carburant pour tenir le vol direct jusqu'au Canada. L'odeur d'essence est tellement forte à l'intérieur de l'appareil que ça brûle la gorge. À bord, Raymond se fait donner un équipage de
3 Colombiens. Eux autres, ils s'assurent que tout est là, qu'il manque rien, que tout l'espace qu'on pouvait prendre dans l'avion a été chargé à bloc. Et à 8h12, l'avion s'arrache du sol, direction nord. Franc nord, mes amis. Pas de plan de vol, communication minimale, une petite radio, la boussole et beaucoup d'instinct. Sur papier, le trajet, il semble assez simple. Colombie, Caraïbes, Floride, États-Unis, Québec. Franc nord straight up. Mais en réalité, c'est un suicide aérien. Ça n'a absolument pas de bon sens. Raymond vole bas, même très bas, siphonnant tout le carburant des barils vers le réservoir de l'avion en priant pour pas qu'il y ait une fuite de gaz. T'imagines la dinguerie? Au-dessus du golfe du Mexique, il y a des points qui apparaissent sur le radar de l'appareil. C'est des F-18 américains. Ils rattrapent le Convair 580 à Raymond et commencent à faire des 360 autour. Raymond raconte lui-même que les F-18 étaient tellement proches qu'ils étaient capables de se voir par les hublots, par le poste de commandement, puis qu'ils faisaient des coucous aux pilotes des F-18. Hey, on va pas s'arrêter, les boys. Continuez votre patente. Fait que ces F-18 américains-là, ils tournent autour du Convair et ils font tout pour essayer de faire descendre Raymond, mais il garde le cap. Il sait que s'il obéit, tout est terminé. Après une longue tension, les F-18 américains vont les laisser tranquilles parce que c'est eux qui ont manqué de carburant. Nous autres, on en a bien plein dans le coffre en arrière. Un peu plus tard, vis-à-vis les Bermudes, Raymond reçoit une confirmation radio qui dit que le cortège qui était prévu pour les attendre au sol au moment où ils vont atterrir à la piste de Casey, il va être là, peu importe l'heure qu'ils vont arriver, afin de récupérer le stock dans l'avion puis de disparaître avec un vol réussi. Parce que dans ce genre de mission-là, il n'y a pas d'horaire fixe. On arrive quand on arrive. Donc, ils survolent la côte est américaine comme ça et en se rapprochant du Canada, une autre surprise, c'est des F-18 qui ont décollé de Bagotville à Labé pour commencer, eux autres aussi, à aller faire des 360 autour du Convair. Et là, l'histoire se répète. Les Américains ont collé les Canadiens. Hey, on en a spoté un et il s'en vient par-dessus votre territoire. Ils ont dépêché 2 F-18 de Bagotville qui sont partis faire des clins d'œil à Raymond. C'est la même chose que tantôt. Raymond s'en fout. Lui, il garde le cap. Il s'en va atterrir à Casey. Il n'y a rien qui va l'arrêter. Il plonge dans les nuages pour semer les F-18 canadiens en longeant la côte est comme ça et réussit à couper pour rentrer au Canada juste par-dessus le Nouveau-Brunswick. Si vous avez une carte dans votre tête, vous êtes à peu près capable de vous imaginer. Et les F-18 décident d'arrêter de le poursuivre parce qu'eux aussi ont manqué de carburant, donc sont allés arrêter à la piste d'Oromocto de ce qu'on sait pour se ravitailler eux autres aussi en carburant. Mais ça donne le temps à Raymond de se sauver et de s'approcher dangereusement de la piste de Casey, le point de rencontre avec le cortège au sol. Le carburant est presque à sec. On a tous utilisé les barils qu'on avait stackés dans le coffre de l'avion. Sous lui, c'est la forêt boréale, puis au loin, la piste de Casey. We made it, papa! Il aligne l'appareil, tire très doucement sur le manche et pose le géant de métal dans un vacarme explosif. La neige explose en dessous des roues. Il n'y a pas personne qui est allé pelleter ça, ce piste-là. On n'est pas dans un aéroport normal. L'avion glisse, rebondit, fait tout état, mais s'immobilise. Et là, c'est le silence. Raymond pousse un soupir. Je l'ai fait. J'ai atterri avec 4 tonnes de cocaïne au Québec. À bord, les 3 Colombiens sont épuisés. Les barils sont vides. Les tonnes de coke sont empilées une par-dessus l'autre comme du bois de chauffage. Et là, lui, il s'attend à avoir des camions pour récupérer le stock. Mais autour de lui, à rien. Hey, il comprend que quelque chose a mal tourné. Mais qu'est-ce qui se passe? Il est supposé d'avoir des boys de la mafia italienne qui nous attendent en bas. Donc à ce moment-là, il n'y avait pas de téléphone sur eux. Fait qu'ils décident de quitter l'avion et de se rendre non loin de là. Il y a une usine, la Stone Console. Un avion qui est rentré à peu près vers 9h30 dans l'avant-midi, puis un de mes employés de mécanique passait avec le camion de service. En passant, il est arrêté voir l'avion qui atterrissait. Puis les types ont demandé de les reconduire à une place où ils pouvaient téléphoner. Pour passer un coup de téléphone à Christian Deschaines. Christian Deschaines, on n'en a pas encore parlé, mais c'est un membre de la mafia italienne qui était chargé de récupérer la cargaison au sol au moment où l'avion atterrit et qui était également chargé de faire exploser l'avion après. Sort les explosifs du camion, switch avec la coke, met les explosifs dans l'avion, boum, ça pète, on disparaît ni vu ni connu, c'est ciao bye, mission réussie. Mais il est pas là, donc Raymond se rend à la Stone Console pour y lâcher un coup de fil, pas de réponse. On apprendra plus tard que l'équipe de Christian Deschaines qui était censée d'attendre l'appareil au sol était bel et bien là pendant plusieurs heures à attendre, mais va quitter, convaincu que le vol avait échoué parce que ça avait pris un peu plus de temps que prévu. Donc, Christian Deschaines a quitté la piste à 7h du matin
et Raymond a atterri l'avion autour de 9h30. Quand Raymond revient à l'avion après avoir passé un coup de fil à la Stone Console, il inspecte un peu les lieux et il voit les traces de pneus fraîches au sol, des traces de pas qui n'avaient pas été encore ensevelies par de la neige qui avait tombé. Et donc il sait que quelqu'un est venu ou qu'une équipe était là il n'y a pas si longtemps, mais là il n'y a plus personne. Et là, on est sans issue, on est à des centaines de kilomètres de Montréal, près de la Tuque. Tu peux pas appeler un taxi, un Uber à ce moment-là pour qu'ils viennent t'aider, c'est des missions secrètes. Et il y a les Colombiens aussi là-dedans, ils sont jamais venus au Québec. Ils s'attendaient pas à passer des heures dehors dans le froid en attendant de pouvoir se réchauffer. Ils sont en claquettes, sont en tank top. Donc ils ont peur et ils partent pour se cacher dans la forêt, sans manteau, sans gants, le froid qui se met à les tuer à petit feu. Et au même moment, les premières patrouilles de la GRC et de la Sûreté du Québec arrivent à la piste de Casey parce qu'il y a des gens qui ont vu un avion arriver autour, des gens de la Stone Console, des résidents, il y avait un dépanneur pas loin, tout ça, c'est pas normal qu'il y ait un avion qui rentre à 9h30 du matin sur une piste abandonnée. Les policiers encerclent la zone. Au milieu de la neige, un avion colossal. Le moteur est encore tiède, bourré de cocaïne. Raymond sera arrêté peu de temps après à la Stone Console sans résistance. Il tente pas de s'enfuir, rien. Quand on va y passer les menottes, Raymond, il garde la tête haute, il est presque serein. On raconte même qu'il aurait dit, et je cite, « Moi, mon travail est fait. Job done. Job dit. C'est pas moi qui ai manqué le rendez-vous. » Les 3 Colombiens, eux autres, vont être retrouvés un petit peu plus loin, en pleine hypothermie. Je veux dire, ils essaient de se cacher dans la neige. Ils se sont trouvés une forêt. C'est l'infirmière de la Stone Console qui leur prodigue les premiers soins. En quelques heures, les 4 hommes vont être sous escorte policière. Et là, on commence à essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Ça arrive de où, cette cargaison de coke-là. Et là, la GRC, la Sûreté du Québec, commence à compter. Et là, ils se rendent compte qu'il y a plus de 4000 kilos de cocaïne pure. Et ça, c'est évalué à plus de 2 milliards de canetons. Il s'agit donc d'une cargaison de 3 tonnes de cocaïne qui vaut plus d'1 milliard de dollars sur une vieille piste militaire de la Haute-Mauricie, à l'issue d'une poursuite de plusieurs corps policiers du Canada et des États-Unis et de l'armée, en CF-18 entre autres. Là, les journaux s'emparent de l'affaire. C'est le plus grand trafic de cocaïne jamais intercepté au Canada. Mais pour Raymond, c'est pas un échec. Dans sa tête, le vol de Casey, c'est un succès total. Il a fait ce qu'il devait faire. Il a traversé le continent sans escale, il a livré la marchandise à bon port. C'est les autres qui ont chié dans la pelle. Et surtout, c'est Christian Deschênes qui a tout fait foirer. Pour Raymond, ça, c'est une trahison. C'est une erreur qui est impardonnable. Si Deschênes avait fait sa job, je me serais jamais fait pogner. Et Raymond Boulanger en voudra à Deschênes jusqu'à la fin de ses jours. Jusque dans les dernières entrevues qu'il a données, dans les 3-4 dernières années, il répète encore. Raymond va être condamné à 23 ans de prison et il garde la même ligne jusqu'à la fin de sa vie. Pour lui, Casey, c'est un chef-d'œuvre de pilotage qui a été ruiné par une erreur humaine. Et même derrière les barreaux, il continuera de dire qu'il a réussi sa mission. Après ses 23 ans de pénitencier pour le vol de Casey, il sortira de prison au début des années 2010, après presque un quart de siècle derrière les barreaux quand même. Et il reprend une vie à peu près normale, mais rien autour de lui a vraiment changé. Pour beaucoup de personnes, Raymond Boulanger, c'est un criminel. Pour d'autres, c'est un héros. Moi, c'est un peu un mix des deux. Mais pour lui, il n'a jamais été ni un ni l'autre. C'est juste un pilote mercenaire qui a fait sa job. Jusqu'à la fin de sa vie, Raymond Boulanger refusera de porter l'étiquette d'un trafiquant de drogue. Dans sa tête, les vrais criminels sont ceux qui tuent, qui volent, qui détruisent la vie des autres. Lui, il a volé, littéralement. Il volait des avions. C'est ça qu'il faisait. Pendant plus de 10 ans, il vivra très tranquillement, partageant son histoire dans des documentaires, dans des podcasts, dans des séries et dans des conférences aussi à travers le Québec. Et son récit fascinera autant qu'il divisera. D'ailleurs, il y a un documentaire exceptionnel qui est disponible sur Crave. Je vous invite à aller regarder ça si vous êtes abonné à Crave. C'est une pépite. C'est lui qui raconte sa propre histoire. Et aussi, mon collègue YouTuber Jer Alain a eu la chance, l'immense chance d'enregistrer un épisode de son podcast What's Up avec Raymond Boulanger en 2020. Je suis jaloux, Jer. J'espère que tu as profité de ton moment. Je vais laisser le lien du podcast de Jer dans la description. Et pour terminer, malgré sa liberté retrouvée, Raymond, il n'aura jamais eu la paix qu'il aurait espéré. Jusqu'à sa mort, il se verra refuser le droit de retourner en Colombie pour retrouver la femme qu'il aimait. Pour lui, c'était une forme de prison. C'est comme continuer la prison. Il en voudra jusqu'à la fin aux autorités colombiennes et canadiennes parce qu'il avait payé sa dette à la société, mais
Ils l'ont empêché de vivre pleinement ce qui restait à vivre. Et cette douleur-là, plus que la prison, c'est ce qui l'aura détruit à petit feu. En octobre 2023, sur une note un peu plus personnelle, j'ai eu la chance de jaser avec Raymond. Il devait venir sur mon émission qui s'appelle La Gang du Show. Il était emballé par l'idée, vraiment, je vais vous mettre des screenshots, mais il a repoussé l'enregistrement à plus tard en 2024 parce qu'il subissait à ce moment-là des traitements pour son cancer et c'était en attendant son retour pour enregistrer une émission en 2024. On a appris que Raymond Boulanger s'était éteint en mars 2024 suite à son cancer à 76 ans. Il était retrouvé dans son condo du Vieux-Montréal, comme ça. Raymond Boulanger, qui avait fait atterrir un avion rempli d'une quantité record de cocaïne en Haute-Mauricie en 1992, a été retrouvé mort hier matin dans son condo du Vieux-Montréal. Sa mort à l'âge de 76 ans ne serait pas de nature criminelle. Il souffrait d'un cancer. Depuis 2013, il bénéficiait d'une liberté conditionnelle après avoir passé plus de 20 ans en prison. En 1993, il avait été condamné à une peine de 23 ans de prison pour avoir posé un avion rempli de plus de 4 tonnes de cocaïne à Casey, au nord de la Tuque, en Haute-Mauricie. C'était la fin. C'est comme ça que l'histoire se termine. Tu sais, moi, j'aurais aimé ça faire un enregistrement d'émission avec lui. Oui, pour parler de la drogue, pour parler du vol de Casey, parler de prison, de tout ce qu'il a traversé, de tout son univers, les gens qu'il a rencontrés et tout. Mais j'aurais voulu vivre l'expérience humaine de rencontrer un gars comme ça. Quelqu'un qui s'est tenu debout toute sa vie, malgré l'adversité, malgré tout ce qu'il a dû traverser. Parce qu'au fond, son histoire à Raymond, c'est pas juste un fait divers. C'est une légende québécoise. On va en parler encore dans 25 ans, dans 50 ans de ça. C'est un pilote né dans le froid qui a traversé le ciel pour un cartel et qui, juste à la fin, a refusé de s'écraser. Raymond Boulanger est peut-être mort à 76 ans, mais son histoire, elle va continuer longtemps de planer dans notre imaginaire québécois. On a été faire un tour à Casey, la première fois depuis mon atterrissage spectaculaire là en 1992. Je regardais le spot, tout ce qui était bon. Hey, quel gâchis, Chris. Anyway, c'est fait. Faut regarder en avant. Le passé, c'est le passé, là. Je me rappelais, quand j'étais là, puis je regardais l'avion, et je disais, non, ça se peut pas, Chris. Toutes les années que j'ai faites de vol dangereux, puis tout ça, là, puis de voir ça comme ça, puis voir tout ça échouer à cause d'un imbécile. Mes amis, merci énormément d'avoir pris le temps d'écouter jusqu'à la fin. J'ai essayé de tout améliorer le setup, comparé à celle que j'ai postée il y a 2 semaines environ, 2-3, je sais pas ça fait combien de temps, mais comparé à celle des Lavigueurs. J'espère que ça vous a plu. J'espère que mon histoire sonnait bien. J'espère que mon ton aussi était posé de la bonne façon. C'est des vidéos qui prennent un temps fou, autant à la recherche, à l'écriture, à l'enregistrement qu'au montage. Donc, si vous pouvez laisser un like, un commentaire, ça sera mon cadeau. Déjà, vous êtes rendu à la fin, donc c'est fou raide pour le watch time et nous aider à percer l'algorithme très complexe de YouTube. Je vais vous donner rendez-vous. Peut-être la semaine prochaine, peut-être l'autre pour un prochain récit comme ça. Mettez-vous excessivement bien. Passez une bonne semaine. And yeah, I'm out! Putain! Quelle époque!